Alors bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire proposé par Grex et Business France sur les marchés publics internationaux. Donc moi je m'appelle Tim Ducrot, je travaille à Grex sur entre autres sur l'accompagnement des entreprises sur la détection et la réponse des appels d'offres publics nationaux et internationaux. Et ce webinaire aujourd'hui est proposé dans le cadre d'un projet qui s'appelle Sésame, qui est un projet cofinancé par l'Union européenne et qui vise à mettre en place des actions pour aider les entreprises à comprendre le fonctionnement des marchés publics à l'étranger. L'intervenante d'aujourd'hui est Laurence Hautefeuille, qui travaille chez Business France dans le service dédié aux appels d'offres internationaux et aux organisations internationales. Donc pendant 30 minutes, elle va vous présenter le fonctionnement et comment travailler avec les marchés publics internationaux, les bailleurs de fonds. Et ensuite, nous aurons à la fin 10-15 minutes pour vos questions. Donc, vous pourrez poser vos questions par le petit espace qui est à droite de la fenêtre du webinaire. Donc, vous pourrez poser vos questions par écrit. Moi, je les lirai et ensuite, avec Laurence, on vous répondra. Voilà. Donc, Laurence, je vous laisse la parole. Et donc, on a 30 minutes devant nous. Merci beaucoup. Donc, Laurence Hautefeuille, donc je travaille à Business France. Donc, déjà, je vais faire une petite introduction en vous rappelant qui sommes-nous. Donc, Business France, c'est une agence publique qui est née en 2015 de la fusion de deux autres agences, UbiFrance et l'Agence française pour les investissements internationaux. Donc, au sein de chaque agence a conservé ses métiers, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes articulés en 3 directions. Il y a une direction export, donc qui aide les PME et les ETI à se développer à l'international. Il y a une direction Invest qui se charge de faire venir et faire réussir en France les projets d'investissement internationaux. Et il y a une direction qui s'appelle Procom, qui est chargée de promouvoir l'attractivité et l'image économique de la France. Donc, sur la cartographie, donc, ces 3 métiers sont rappelés. Pour une entreprise, en fait, l'accès à Business France se fait plutôt par secteur d'activité. Donc, les 4 filières sont rappelées ici, agrotech, santé, industrie clean tech, filière tech et services. Le département auquel j'appartiens, qui s'intitule Infomarché, a une vocation donc plus transverse, au même titre que tout ce qui est production éditoriale et réglementation du commerce extérieur chez nous. Voilà, donc je crois que vous avez une page. Alors, vous allez avoir un sondage qui va apparaître pour lequel on vous demande simplement on a envie de savoir un petit peu le profil des entreprises qui suivent ce webinaire. Donc, voilà, simplement de nous répondre si vous avez déjà répondu à des marchés publics internationaux. Et donc, c'est moitié-moitié, 50% oui, 50% non. Et ensuite, parmi ceux qui ont déjà répondu, avez-vous déjà remporté des marchés publics internationaux? Et là, on est sur un bon taux puisque 75% des répondants ont déjà remporté un marché public. D'accord. Très bien. Répondu à des marchés publics à l'international. Parfait. Donc, en fait, les entreprises, donc, du coup, savent déjà beaucoup de choses. Donc, travailler, se développer via les marchés publics, c'est forcément un axe de développement à l'export.
On en a identifié, on a fait trois classifications. Travailler avec un partenaire, un importateur, un distributeur. Donc, c'est un partenaire du secteur privé, c'est plutôt des marchés de gré à gré. Une entreprise peut également choisir une implantation à l'étranger, créer une filiale. Donc, ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus complexes. Et on va dire, entre les deux, vous avez, on va dire, la formule, entre guillemets, de vous développer via les marchés publics en répondant à des appels d'offres. Donc là, c'est du travail avec un partenaire du secteur public et selon une méthodologie bien précise. Alors, les marchés publics donc, sont des marchés importants, sont des marchés récurrents, des volumes d'achat importants. Donc, vous avez un certain nombre de chiffres qui vont s'afficher. Ce que l'on souhaiterait souligner, c'est que ce sont des contrats qui sont accessibles à toutes les catégories d'entreprises. C'est une porte d'entrée vers de nouveaux marchés. Alors, on dit que c'est des contrats importants et réguliers. Réguliers en ce sens que lorsqu'il y a des appels d'offres ou des marchés de construction de routes, c'est pas qu'une seule fois, quoi. Il y a des réseaux complets à refaire. Au même titre qu'à peu près tous les secteurs qui sont concernés par les marchés publics internationaux financés par les banques de développement, donc tout ce qui est réseau de transport de l'énergie, tout ce qui est dans le secteur santé, je crois qu'il y a des entreprises parmi vous qui appartiennent à ce secteur-là. Lorsqu'il s'agit de construire un hôpital ou un centre de santé, bon, il va y avoir des marchés dans de nombreux pays par rapport à ça. Idem pour tout ce qui est école, équipement de centres de formation, etc. Donc, ce sont des marchés où il y a une certaine sécurité en matière de garantie de paiement lorsqu'ils sont financés par ces banques de développement et qui offrent une grande visibilité à l'international et qui offrent également des références prestigieuses. Alors, ce sont des marchés qui ne sont pas forcément faciles, la concurrence est importante, ce sont des marchés exigeants en termes et contraignants en termes de méthodologie. Donc, c'est vrai que lorsqu'on a réussi à décrocher un marché public, c'est un vrai gage on va dire, de sérieux et quelquefois, lorsque une entreprise a répondu à un appel d'offres financé par un bailleur de fonds, que ce soit Banque africaine ou Banque mondiale, c'est une référence en effet prestigieuse dans les contrats. Donc, ces marchés sont indissociables d'un certain nombre de secteurs d'activité. Donc, ils sont listés ici. Donc, bien souvent, dans le trio de tête, on retrouve tout ce qui est infrastructure, transport, énergie, l'eau, l'assainissement, tout ce qui est lié à l'environnement, la santé, l'éducation, la formation professionnelle, tout ce qui est informatique, numérique, tout ce qui est agroalimentaire aussi. Cette année, les banques de développement mettent l'accent sur cette thématique. Après, dans une certaine mesure, et sur certains marchés bien spécifiques, notamment tout ce qui est ONU, OTAN, on peut avoir un certain nombre d'achats d'équipements de biens de conso, donc des uniformes, des produits alimentaires, des véhicules. Voilà. Mais le gros reste, on va dire ce que j'ai annoncé dans les 3 à 4 premiers secteurs. Donc, on va maintenant passer au cycle des projets des banques de développement et je vais faire un petit rappel de ce que sont ces institutions. Donc, les banques de développement sont des institutions supranationales créées par des États souverains qui en sont actionnaires. Donc, leur mission, en fait, s'inscrit dans le cadre de politiques de coopération et d'aide au développement définie par ces États et toujours en concertation avec les pays bénéficiaires. Ça, c'est important de le rappeler. Une banque de développement ne va pas être toute seule décider d'aller construire une centrale électrique dans tel ou tel pays. Ce sera bien évidemment en fonction des demandes des bénéficiaires. Donc, elle finance des projets ou des programmes prioritaires et structurants pour les pays, avec comme objectif commun de réduire la pauvreté et d'accélérer le développement.
Alors, elles interviennent avec une palette d'outils financiers. Alors, ça peut être des prêts, ça peut être des dons, ça peut être de l'assistance technique, de l'appui aux réformes ou encore de la prise de participation dans des entreprises. Alors, les achats qui sont liés à la réalisation des projets qu'elles financent se font toujours par une mise en concurrence des fournisseurs, que ce soit pour les marchés de travaux, fournitures ou encore de services. Alors, ce qu'elles veulent principalement, ce sont des produits simples, des produits robustes, efficaces, des solutions éprouvées et durables, qui intègrent de plus en plus de critères environnementaux. Et pour finir, il faut des entreprises qui soient rodées à ces thématiques et surtout des entreprises qui soient réactives. Donc là, vous avez un tableau des logos de bon nombre d'institutions que vous reconnaissez sans doute. Il y a des banques multilatérales, des banques régionales, des agences bilatérales. Alors, comme je vous l'ai dit, donc ces banques de développement, ce qu'il faut suivre au niveau de leurs activités, on peut le scinder en deux choses. Il y a toute la phase amont qui concerne les projets et toute la phase aval qui concerne les appels d'offres. Mais on va dire que pour une entreprise, pour arriver à bien se positionner sur un appel d'offres, il faut connaître un peu l'historique de la situation et de fait s'interroger sur le projet et sur le cycle de projet. Donc, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, donc ces institutions interviennent dans un cadre concerté qui est fixé en général pour plusieurs années, et c'est la phase 1, la première étape du cycle du projet, c'est-à-dire la définition de ce que l'on appelle, vous le voyez en haut du cercle, la définition d'un document de stratégie pays. Donc là, tout le cadre de d'intervention de la banque dans tel ou tel pays, on va dire, est fixé, pas forcément figé, mais au moins fixé, pour 3 à 5 ans, et regroupe l'ensemble des pays que le bénéficiaire et la banque ont choisi de prioriser. Ensuite, chaque projet sera décliné de façon individuelle et là, on descend, on a passé un cran, ce sera ce que l'on appelle l'identification du projet. Ce qui est important de voir, je vais peut-être commencer par là, au niveau de tout ce cycle, ce qui est intéressant pour les entreprises, c'est qu'il y a des documents qui sont réalisés et qui sont d'ordre public, donc vous pouvez y avoir accès, en général sur le site internet de ces banques, et qui renferment, on va dire, une foule d'informations qu'il faut bien sûr trier et savoir interpréter. Donc, ce qui est intéressant de voir au niveau de la fiche individuelle d'identification du projet, donc là, il y a déjà un certain nombre, on va dire, d'éléments qui permettront de vous dire, tiens, sur ce projet, je peux me positionner ou pas. Vous avez, au-delà des objectifs, sont décrites les différentes composantes autour desquelles ils seront articulés. Vous aurez également les coordonnées de l'agence exécutrice qui a été choisie, qui a été désignée, et vous aurez les contacts au niveau de cette agence exécutrice et au niveau de la banque de développement. Donc déjà à ce stade, vous pouvez vous dire, tiens, ça je vais suivre, ou alors non, il y aura pas forcément, ne sera pas forcément demandé le matériel ou les prestations de services que je suis amenée à faire. Entre la phase d'identification et la phase d'approbation, qui se situe en bas, le projet va être enrichi de différentes études, de missions sur place, pour arriver, on va dire, à la réalisation d'un rapport un rapport d'évaluation complet sur ce projet qui reprendra toutes les données et qui sera présenté, alors toutes les données en termes d'objectifs, en termes de réalisation, en termes de moyens,
en termes de qualité et qui sera présenté au conseil d'administration de la banque en général pour approbation. Donc toute cette phase de la stratégie à l'approbation constitue, on va dire, la phase préparatoire du projet qui peut durer de 6, on va dire, à 18 mois dans la plupart des cas. Et seulement une fois que le projet a été approuvé, là, on va dire, il commence à produire des appels d'offres avec là aussi un certain nombre de documents qui seront mis à votre disposition. Donc, entre la phase d'approbation et la phase de mise en œuvre, en général, les entreprises sont informées que le projet a été approuvé et qu'il y aura des acquisitions dans tel et tel secteur avec une échéance de temps. Donc, au niveau de l'Union européenne, si vous avez l'habitude de travailler, en général, on parle d'avis de préinformation. Pour les autres banques de développement, on parle plutôt d'avis général de passation de marché, ce qui arrive un peu avant la sortie effective des premiers appels d'offres. Ensuite, c'est la phase d'exécution. La phase, on va dire, d'achèvement et la phase d'évaluation, voire de post-évaluation. Et là, on va dire la boucle est bouclée entre 2 et 4 années. Donc, je reviens à ce que je vous disais au début. Ce qui est important de voir, c'est qu'à toutes les étapes de ce projet, il y a des marchés pour vous, que ce soit dans la phase préparatoire, au niveau des études d'impact d'environnement, que bien sûr dans la phase d'exécution, ou même dans la phase de post-exécution, et des cabinets d'expertise comptable qui peuvent très bien se positionner sur des marchés qui seront lancés à ce moment-là. Alors, tous ces documents, je vous le rappelle, sont accessibles en général sur le site des banques. Donc là, je vous ai mis une présentation, c'est à peu près la même chose, sauf c'est des références, c'est de la terme en anglais. Et sur la slide d'après, ça reprend à peu près le descriptif que je vous ai fait. Un élément aussi important à retenir, c'est que ces institutions publient également toutes les statistiques d'attribution de marché que vous pouvez retrouver sur leur site. Donc, c'est intéressant pour voir sur tel ou tel marché, si ce n'est pas vous qui avez été retenu, quelle est l'entreprise qui l'a été. Alors, pour en revenir aux appels d'offres, donc c'est une méthode d'achat qui consiste à solliciter, recevoir et évaluer des propositions commerciales selon une procédure définie. Donc, en général, vous avez l'adjudicateur qui va lancer l'appel d'offres, vous aurez le fournisseur, ce sera vous, et vous avez, dans le cas des appels d'offres financés par une banque de développement, la banque qui intervient pour s'assurer que les procédures de passation de marché sont conformes à leurs règles, pour émettre des procédures de non-objection ou d'objection, pour écouter plainte si plainte il y a, et pour effectuer les règlements. Donc l'agence exécutrice qui sera désignée donc par la banque de développement, elle est chargée donc on va dire de lancer l'appel d'offres. Donc en général dans la presse locale et dans la presse internationale. Il y aura les documents, donc cahier des charges ou formulaire de déclaration d'intérêt qui seront rédigés. Vous avez une date de remise des offres qu'il faut respecter. Vous avez également tout ce qui est caution à mettre en place. Au niveau de la terminologie, donc on parle d'appel d'offres international. Dans certains cas, on peut parler, lorsque c'est des marchés très spécifiques, d'appel d'offres restreints. Lorsqu'on se situe en dessous d'un certain seuil et lorsque les choses, il est plus, on va dire, plus économiquement parlant d'acheter ou puis tout simplement qu'il y a une expertise locale, on fera un appel d'offres en local. Pour des petits achats, soit on fera des consultations de fournisseurs sur la base de quelques devis ou alors de l'entente directe. Donc, les avantages, en fait, de ces procédures,
Donc, c'est un avis qui est largement diffusé. Avec un délai suffisant. Donc là, parfois, il y a quelques bémols, hein, puisque bon, des marchés de travaux, en général, on a 30 à 45 jours pour répondre. Pour de la fourniture, ça peut être un peu plus court. Et lorsqu'on s'adresse à des consultants, là, les délais peuvent être vraiment réduits. Il y a parfois 15 jours pour se manifester. Donc, les cahiers des charges sont à peu près standardisés. Vous avez la possibilité, donc ils sont rédigés et vous avez la possibilité de remettre votre offre dans une langue internationale, de faire une cotation de la même façon et bien souvent sans agent. Alors c'est pas obligatoire, mais ce sera en général privilégié, notamment l'association avec un partenaire local. Pour les consultants, donc les procédures, on parlera de sélection basée sur la qualité et sur le coût, ou alors une autre formule lorsqu'il s'agira pareil de choses très spécifiques, donc une sélection pourra se faire sur la qualité. On parle également avec une contrainte budgétaire, donc là pareil, c'est essentiellement sur les marchés de l'Union européenne, vous voyez le montant maximum du budget qui sera alloué pour telle ou telle prestation. Au niveau les recommandations que l'on peut faire, c'est bien sûr de s'informer le plus en amont possible pour être réactif lorsque l'appel d'offres sortira. Donc, soit vous avez en interne les ressources nécessaires pour le faire. Hein, je vous ai dit que ces documents étaient accessibles à tous. Donc, soit vous avez des équipes qui sont aguerries à ces recherches, soit au niveau de Business France, on peut faire ça pour vous. On a également mis en place un agent de représentation au sein de la Banque asiatique de développement qui est chargé, on va dire, de se tenir en permanence informé de ce qui va sortir et ce qui se fait en termes de projet et de pousser les savoir-faire français pour un certain nombre d'entreprises qui ont choisi d'être accompagnées à ce niveau. C'est également au-delà de après la phase d'identification, et en même temps d'ailleurs, les deux peuvent être conduits en même temps, mettre en place un outil de sourcing des projets et des appels d'offres. Donc, le Grex a son outil. Business France a également le sien. Donc, celui de Business France est plus, on va dire, exhaustif en matière d'appels d'offres sur financement internationaux. Au niveau du Grex, vous avez un positionnement qui est sans doute meilleur que nous au niveau des appels d'offres de l'Union européenne, des appels d'offres nationaux. Tout état de cause, on vous recommande bien sûr de vous rapprocher de votre partenaire régional, donc du Grex en l'occurrence, qui assurera soit la prestation, soit reroutera auprès du meilleur partenaire possible. Ensuite, c'est d'identifier les bailleurs de fonds et les organisations internationales à partir notamment des documents de stratégie pays. Si vous suivez dans tel ou tel pays ce que fait la Banque mondiale, bon, si vous n'avez rien identifié dans le document de stratégie pays sur les 3 à 4 années qui viennent, regardez ce que fait ou ce que financera un autre bailleur. Vous pouvez travailler également de cette façon-là. Il faut également, on vous encourage à aller régulièrement rencontrer les experts qui travaillent au sein de ces institutions pour leur présenter votre savoir-faire et ce, bien en amont des procédures de passation de marché. Ce qui permet déjà à ces personnes-là d'être au fait, on va dire, de technologies innovantes, et ce qui amène aussi à inscrire de nouveaux standards, on va dire, dans les documents d'appel d'offres. Une fois qu'on en est là, et on va dire avant de passer à la réponse pure de l'appel d'offres, et de se procurer les cahiers des charges, de répondre dans les délais impartis, il faut bien entendu se poser la question de savoir si on
répond ou pas. Est-ce qu'on aura le temps? Est-ce qu'on a les ressources nécessaires? Est-ce qu'on a la capacité et les disponibilités financières pour le faire? Et il faut bien sûr se doter d'un avantage concurrentiel en s'associant, par exemple, à un partenaire local. Donc voilà au niveau des recommandations. Dans les dernières slides, vous avez un petit résumé de l'accompagnement que l'on propose. Donc on passe un petit peu en revue tout ce que l'on a balayé jusqu'ici, c'est-à-dire comment identifier les projets, comment identifier les appels d'offres, comment organiser votre approche des marchés publics, comment s'inscrire dans le cadre de délégation pour aller les rencontrer. On offre également la possibilité de se former à la réponse aux appels d'offres et viennent également à l'appui de tous ces conseils que l'on peut vous donner un certain nombre de documents en production éditoriale que l'on fait, des dossiers thématiques sur les banques de développement, sur les marchés des Nations Unies. Alors, au niveau du service organisation internationale et bailleurs de fonds, donc on a plutôt une répartition géographique que je vous laisse découvrir. Donc, vous avez les contacts. Moi, je suis plutôt spécialisée sur l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et les pays de l'océan Indien. Et je vous laisse découvrir mes collègues en charge des autres zones géographiques. Voilà, j'espère avoir tenu à peu près le temps qui a été imparti. Je vous remercie pour votre attention. Et, on peut passer à la session des questions.